bien, le vin, quand on est en France, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est un plaisir partagé par tous, et bah, il convenait de le célébrer, hein. Et là, le premier à le célébrer, peut-être, en langue française, c'est Maurice Delaporte. On est en 1571, il veut proposer des adjectifs aux poètes, et il y a le mot vin qui est évoqué, et voilà ce qu'il donne en 1571. Alors je ne vais pas tout lire, il y en a au moins une soixantaine, hein. Vin joyeux, délectable, herboisien, doux, savoureux, réjouissant, délicieux, muscat, ministre de la mort. Bon, ça, on va un peu l'oublier, c'est quand on en abuse. Trouble le cerveau, ça aussi, c'est quand on en abuse. Mais oublieux, nutritif, divine liqueur, malvoisien, libre, puissant, chenu, etc. On a là bon, des définitions qui sont des adjectifs qui sont vraiment très plaisants. On arrive au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, ce qui intéresse, c'est aussi l'étymologie. On commence à se passionner pour l'histoire du mot. Alors d'où vient le mot? Quelques-uns commencent à évoquer évidemment vinum. Bon, le latin, c'est comme ça qu'on prononce, c'est un vinum. Mais plus tard, on a dit, mais oui, il y a aussi oinos en grec, il y a aussi yaïn en hébreu. Mais quand vous y réfléchissez, winum, yaïn, enfin on est dans les mêmes sonorités, et comme on le pense, c'est sans doute un peu le cumul de tout cela qui donne l'origine du vin, et puis il garde son mystère, et c'est pas plus mal. Richelet va nous donner une définition: vin, liqueur qui sort des raisins. Alors, liqueur, hein, tout ce qui est liquide comme vin, oh, une douce, une charmante, une agréable, une traîtresse liqueur, quand on en abuse évidemment. En 1690, très peu de temps après, Richelet donne aussi une très longue définition dans laquelle, cette fois-ci, liqueur propre à boire, il ajoute: le vin enivre ceux qui en boivent trop, ben on le sait, les Allemands songent plus à avaler le vin qu'à le goûter. Bon, alors ça, c'est un point de vue gastronomique, c'est sans doute faux. Ce qui peut être aussi intéressant de souligner, c'est qu'au XVIIIe siècle, on va s'intéresser cette fois-ci à la fermentation. Ça passionne les encyclopédistes de savoir comment on domine la fermentation du vin. Et puis on arrive au XIXe siècle, c'est Littré. Alors là, Littré, lui, c'est un grammairien. Il dit, attention, on ne doit pas dire le vin excellent. Bon, personne ne dit un vin excellent, ben, enfin, il le souligne, peut-être le disait-on, puis il dit, attention, commerce de vin, pas d'ess. Bon, c'est pas tout ça, pas joyeux. Heureusement, Pierre Larousse arrive, il est bourguignon, il a failli être viticulteur, et du coup, il est dithyrambique sur le vin, donne énormément de citations, d'expressions, d'histoires sur l'Antiquité. Il dit, le vin sous l'Antiquité, ben, il avait parfois 200 ans, c'est vrai, ou 100 ans, il séchait, on rajoutait de l'eau, il y avait parfois de l'eau de mer, du goudron, bon, bref, on n'a pas du tout envie de boire du vin de l'Antiquité. Puis il évoque les femmes qui ne devaient surtout pas en boire sous les Grecs, c'était passible de fort châtiment. Alors, bah, quelques expressions plaisantes. Le vin de l'étrier, c'est celui qu'on vous donnait juste avant de prendre le cheval, paraît-il que ça aidait à se mettre en jambes, les jambes du cheval. Le vin chasse-cousin, c'était celui qu'on donnait aux cousins qu'on voyait arriver, on n'avait pas envie de les garder. Le soir, c'était un chasse-cousin, il était très mauvais, du coup il ne restait pas. Puis le vin d'une oreille, bon, on penche la tête parce qu'on le trouve bon. Deux oreilles, il n'est pas bon. Ça, c'était au XVIIe siècle. On laisse de côté l'antidérapant qu'on évoquait pendant la guerre de 14, et puis finalement, on se retrouve avec Dumas, dans la formule dès le départ est merveilleuse. Voilà ce qu'il dit, Alexandre Dumas. Donc, il s'agit du vin, c'est-à-dire de la partie intellectuelle du repas. Les viandes n'en sont que la partie matérielle. Ben oui, le vin, c'est quand même un plaisir merveilleux.